Bonjour, moi c'est Mounir Ekbach, bienvenue sur Athlètes Mondiaux. Aujourd'hui on est là pour discuter de ce qui se cache en coulisses derrière la fonction de lièvre en athlétisme sur les distances du demi-fond. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Mounir Ekbach. Mounir le dit lui-même, il est un homme de l'ombre. Un homme de l'ombre qui a contribué sur la seule année 2023 à pas moins de 2 records du monde et 2 records d'Europe. Il y a quelques semaines, je vous avais déjà proposé un épisode avec un lièvre, Eric Sowinski. Si vous souhaitez l'écouter, c'est l'épisode 26. Et je trouvais intéressant d'inviter Mounir pour l'entendre parler de son parcours et de son expérience à lui, notamment de ce qui l'a incité à devenir lièvre, des difficultés du métier et de ce qui se passe en coulisses avant et après les courses. Nous avons enregistré l'épisode le 15 septembre 2023, une semaine jour pour jour, après le record du monde du 2000 mètres de Jakob Ingebrigtsen au meeting Diamond League de Bruxelles, une course dans laquelle Mounir était le premier lièvre. Avant de lancer l'épisode, je vous rappelle que si vous aimez le podcast, vous pouvez le soutenir en faisant une petite contribution via le lien Tipeee disponible dans les notes de l'épisode. Même un don ponctuel m'aidera à vous proposer d'autres épisodes. Merci et bonne écoute. Salut Mounir, bienvenue sur Athlètes Mondiaux. Merci, bonjour à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comme tu le sais, j'ai interviewé un de tes collègues il y a quelques mois, Eric Sowinski. Et je trouvais intéressant de t'inviter pour entendre ton expérience à toi et voir en quoi vos parcours se rejoignent ou diffèrent. Mais avant de parler de toi comme lièvre, est-ce que tu peux nous parler un peu de Mounir l'athlète, de comment tu as commencé l'athlé, un peu ton parcours avant de devenir lièvre? J'ai commencé l'athlétisme assez tardivement, à un âge où beaucoup de mes concurrents, en tout cas, étaient déjà même très performants, qui faisaient même déjà du très haut niveau. Hein. Moi, j'ai pas fait d'athlé avant quasiment les années lycée, quoi. Ok. Et en fait, je faisais d'autres sports, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait du foot, j'ai fait de l'escalade, j'ai fait du karaté. Et en fait, par exemple, je savais que quand je jouais au foot, j'avais une bonne pointe de vitesse. Et puis, j'étais endurant aussi sur le terrain. J'étais capable de tenir tout le match. Et puis, je voyais bien aussi que au collège ou au lycée, dans les épreuves d'endurance, j'étais plutôt dans les tout meilleurs de ma classe, enfin, souvent le meilleur. Puis, ça m'a confirmé aussi au classique 3x500 du bike. Et en fait, donc du coup, bon voilà, je me suis dit, bon ben, à un moment où j'en avais marre des sports que je faisais, j'avais envie d'un nouveau challenge, j'avais envie de changer de sport. Donc au final, j'ai commencé l'athlétisme très tardivement. Dans un club? Dans un club, ouais, sur 800. En fait, j'ai même oublié une petite partie de mon histoire. C'est qu'en fait, j'ai commencé même précisément dans un comité d'entreprise. Ok. Qui avait le mercredi un créneau pour les enfants, mais c'était plutôt, voilà, à l'époque, c'était plutôt l'introduction à l'athlétisme, c'était plutôt de l'éveil. Donc j'ai toujours eu ça en fait en parallèle du reste. Donc en fait, j'ai fait un petit peu d'athlé. Je disais que j'ai commencé tardivement, mais je voyais pas ça comme l'athlé, je voyais plutôt ça comme un jeu en fait. Mais vraiment de l'athlé en me disant je vise une performance, bah j'ai commencé à partir de, on va dire ouais, de la fin du collège, début du lycée. Et très rapidement, j'ai commencé sur 8 et au bout de ma première année, j'ai fait une 54 au 800. Bon, c'est pas non plus un truc de fou, mais quand on en a jamais fait, c'est déjà pas mal quoi. Ça me qualifiait sur les catégories jeunes au championnat de France avec très peu d'entraînement. Je m'entraînais vraiment pas beaucoup à l'époque, donc voilà, je me suis dit à l'époque, il y a quelque chose à faire dans ce sport. Puis après, l'appétit vient en mangeant. Et qu'est-ce qui te plaisait en termes de sensations peut-être? Qu'est-ce que tu aimais dans l'athlé, dans le fait de courir? Voilà, c'est un sport d'endurance, donc dans l'endurance, il y a le mot dur, donc c'était dur physiquement, mais il y avait une telle émotion et un tel sentiment de plénitude quand on arrivait à la fin d'un entraînement dur, à la fin d'une compète dure, quand on arrivait à être fier de ce qu'on avait fait, que en fait déjà ça je trouvais ça beau, et puis je trouvais en fait tout simplement ce sport beau. J'ai toujours trouvé ça beau, même quand j'en faisais pas. J'ai toujours suivi les championnats du monde, les Jeux olympiques. Donc en fait j'ai toujours eu les yeux écarquillés devant ce sport, la beauté du geste, la foulée des athlètes de demi-fond ou même de sprint, peu importe, mais c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Donc par essence, je trouvais déjà le geste beau. Et puis après, la démarche de réussir quelque chose de dur, de difficile, qui n'est pas gagné d'avance, ça aussi c'est encore beau. Et puis aussi, je trouvais qu'en fait la démarche était aussi belle que le résultat. Oui. C'est-à-dire que le résultat était gratifiant, mais la démarche pour arriver à ce résultat, elle était tout autant.
Et quand on se remémore, moi j'aime bien me dire, voilà, pour avoir réussi ça, j'ai dû faire tout ça, voilà, je suis content parce que c'était dur, c'était long, c'était semé d'embûches, mais j'ai rien lâché, j'ai réussi à le faire. Donc voilà, je trouvais ça tout aussi beau que le résultat et le geste. Est-ce que tu dirais que les autres sports que tu avais pratiqués avant étaient moins difficiles et que c'est pour ça que tu aimais moins? Peut-être, c'est possible. En tout cas, ils faisaient pas appel aux mêmes ressources. Et c'est vrai que les ressources, que ce soit les ressources psychiques ou les ressources physiques que demande ce sport, c'est assez incroyable quand même. Et ça te pousse dans tes retranchements et c'est aussi comme ça qu'on se sent vivre. C'est en allant chercher nos limites qu'on se sent vivre. Et oui, des fois c'est difficile, des fois on se demande, on se dit qu'est-ce que je fous là, j'aimerais être une petite mouche et disparaître. Mais en fait, c'est par des passages comme ça qu'on se connaît mieux, qu'on sait qui on est et qu'on se sent vivre. Donc voilà pourquoi aussi je pense que j'ai aimé ce sport plus que le foot. Alors le foot, très bien, hein, c'est un jeu. Et d'ailleurs, on dit jouer au foot et on dit pas jouer à l'athlétisme. Ouais. L'athlétisme, c'est une épreuve. Enfin, c'est des épreuves. Et dans le mot épreuve, il y a le mot preuve. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, on doit faire nos preuves. Au foot, on joue. Donc du coup, c'est vrai, il y a une notion de plaisir dans le foot qui est énorme, qui est assez incroyable aussi, parce que on est toujours dans le jeu, dans le plaisir. Et peut-être que moi, pour être fier de moi, ben j'ai peut-être aussi besoin de pas être dans le plaisir, mais d'être dans l'épreuve et de voir ce que je suis capable dans une épreuve de donner. Voilà, quelle version de moi-même je suis capable de donner dans une épreuve. Ouais. C'est marrant parce que j'ai pas mal d'invités qui me disent qu'ils ont choisi l'athlé plus que le foot ou parce qu'ils préfèrent les sports individuels, ils préfèrent dépendre que d'eux-mêmes. Ce qui est peut-être ton cas aussi, mais en même temps, toi, t'es devenu lièvre. Est-ce que c'est vraiment un sport individuel pour toi, l'athlé, maintenant? Ça l'est pas à l'entraînement, c'est-à-dire qu'idéalement, à l'entraînement, je préfère être avec du monde, je préfère travailler en groupe. Et quand on est dans le bon groupe, c'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe parce qu'on se relaie sur les entraînements, on prend des relais et c'est beaucoup plus facile quand on est en groupe. Dans ma démarche de lièvre et quand je cours en tant que lièvre, je considère pas ça comme un sport individuel, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, au travers du résultat des autres, au travers de la réussite des autres, je vis la mienne. Donc ça, c'est un des aspects du sport collectif. Ouais. Donc effectivement, en tant que lièvre, je vis pas comme un sport individuel. Après, je le vis comme un sport individuel quand je cours pour moi-même, même si c'est devenu beaucoup plus rare aujourd'hui, parce que ma casquette de lièvre a pris le dessus, mais ça m'arrive encore et j'apprécie encore beaucoup courir pour moi-même, parce que ça me rappelle ce que c'est que la compétition et ça me rappelle d'où je viens. Et là, clairement, non, là, je suis vraiment en mode, quand je cours sur une course, malgré tout le respect que je peux avoir pour mes concurrents, et tout l'amour que je peux avoir pour mes concurrents qui sont très souvent des amis, entre le coup de pistolet et la ligne d'arrivée, j'ai plus d'amis, j'ai plus de frères et je suis un autre homme. Et là, c'est vraiment une course individuelle. Ouais. Ça t'arrive de suivre un lièvre quand t'es athlète? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Surtout qu'en fait, moi, j'aime bien quand je suis athlète. J'aime pas trop me prendre la tête à aller chercher des courses à l'autre bout de la France ou aller systématiquement en Belgique. Enfin, j'adore la Belgique et j'adore courir là-bas. C'est juste que c'est loin et du coup, avec la vie que je mène, c'est un investissement d'aller aussi loin. Quand je cours pour moi, j'aime bien courir dans les petites compétitions régionales. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien ce qui s'y passe. C'est moins de pression, c'est plus convivial. Et donc du coup, bah souvent sur des compétitions régionales, on fait appel à un collègue, à un ami pour nous tirer. Du coup, oui, ça m'arrive de courir derrière les lièvres. Ouais. Tu dois avoir un regard différent des autres athlètes de la course. Oui, parce que forcément, j'ai ce qu'on peut appeler un regard d'expert. Effectivement, je sais dire à ce lièvre-là comment il doit faire son travail pour que ce soit le plus lissé possible, par exemple. Je sais lui dire, par exemple, si c'est un 800, je sais lui dire, écoute, ça sert à rien de passer 24 au premier 200. Si derrière on pose un 28, alors oui, in fine ça fait 52, mais le 52 on s'en fout en fait, c'est la façon dont est fait le 52 qui est important. Ouais. 52 au 400, si on le fait avec un premier 224, on va commencer à produire du lactate et c'est pas bon. Donc voilà, je sais dire à un lièvre ce qu'il faut pour que la course, en tout cas pour moi, se passe le mieux si ce lièvre il est là pour moi. Ça c'est sûr. Et puis s'il est pas là pour moi, je peux quand même aussi donner des conseils. Dans son épisode, Eric, il disait que pour lui, c'était important que les lièvres continuent à courir pour eux-mêmes. Ouais. T'es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec lui. Et c'est pour ça que je dis que moi, j'apprécie de courir pour moi. On a tendance à dire ce qui est rare et cher. Donc, quand on est lièvre, c'est vrai qu'on fait la majeure partie de nos courses pour les autres et pas pour nous. Donc, en fait, des moments pour nous, ça devient rare et du coup, ça devient cher.
Et ça devient rare parce qu'en fait, on décide d'être lièvre et quand on le décide, on se dit pas, moi je suis lièvre à temps partiel ou à mi-temps ou je fais qu'une partie de la saison. Si on doit compter sur nous, si un meeting nous veut dans 2 mois, il doit être sûr que dans 2 mois, je suis capable de faire le travail et que je serai dispo. Ça veut aussi dire se rendre disponible pendant les périodes de compétition et pendant les jours, souvent, où tout le monde veut courir. Et pendant ces jours-là, quand tout le monde veut courir et qu'on court pour les pelotons, c'est des dates en moins où nous, on peut pas courir pour nous-mêmes. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, moi, paradoxalement, j'adore maintenant courir pour moi-même. Ça me fait un frisson différent, un stress différent, une adrénaline différente. Mais la difficulté, c'est que j'ai du mal à trouver des dates pour moi. Parce que quand moi, je voudrais courir, c'est souvent des dates où j'ai des lièvres à assurer. Donc ça, c'est une difficulté. Alors que je trouve que c'est un besoin qu'un lièvre court pour lui, parce que ça lui rappelle ce que c'est que la course, ça lui rappelle d'où il vient. Puis c'est un excellent entraînement, parce que en fait l'entraînement c'est une chose, la compétition ça reste le meilleur entraînement possible. C'est juste qu'on peut pas faire des compétitions tous les jours à l'entraînement parce sinon on est cramé. Mais en termes de spécificité de l'effort, la compétition c'est là où on va vraiment pousser la machine au plus loin. Donc ça reste un excellent entraînement. Donc idéalement, j'aimerais le faire plus, et je suis tout à fait d'accord avec Eric. C'est quelque chose qu'il faut pouvoir garder, mais c'est aussi quelque chose qui est très difficile à caser dans un planning. Ouais. Voilà. En préparant l'interview, je suis tombée sur une interview de toi dans laquelle tu dis qu'en tant que lièvre, tu vis des moments exceptionnels que tu n'aurais pas pu connaître à titre individuel. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler un peu des raisons qui t'ont poussé à devenir lièvre? Alors, c'est une question qui est très difficile à répondre parce que même moi, quand je me pose la question et je me dis quel est le cheminement qui t'a amené aujourd'hui là où tu es, en fait, il y a une part de stratégie, il y a une part de choses que j'ai mis en place moi-même pour arriver là. Il y a aussi une part on va dire, d'aléas, hein. Des fois, c'est des rencontres qui font basculer des choses. Des fois, c'est un coup de chance. On est le bon jour au bon endroit au bon moment. C'est un cumul de pas mal de choses. J'ai toujours été curieux, c'est-à-dire que même quand je courais 100% de mon temps pour moi, j'ai toujours été curieux de ce qu'étaient ces athlètes qui étaient capables de maintenir des allures quasiment régulières, parfaites, suffisamment longtemps pour favoriser la performance. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait Bramson qui était particulièrement bon là-dessus. J'avais déjà discuté avec lui. Je peux donner un exemple. Par exemple, la première fois de ma vie que je suis allé voir le meeting de Monaco, j'étais peut-être junior, je pense, parce qu'il y a les 1000 mètres Hercules, donc je les avais faits. Et je suis jamais retourné voir les résultats, mais je me souviens du lièvre du 1500 mètres, alors que j'étais junior, hein, et ça remonte à des années et des années et des années. Je me souviens du lièvre du 1500 mètres élite de Monaco qui s'appelait David Krummenacher. Et je m'en souviens parce que ça m'avait marqué. Donc tu vois, déjà à l'époque, j'étais déjà junior. J'étais à des années-lumière de savoir ce que j'allais faire dans l'athlée. Je venais presque de commencer. Je m'entraînais très peu. Mais j'étais déjà, quelque part, intrigué par ça. Ouais. Donc j'avais déjà ça en moi, je pense. Et puis après, cette intrigue, cet intérêt, je l'ai mis de côté parce que j'étais 100% dans ma démarche de résultat pour moi-même. Puis j'ai fait ce que j'ai fait jusqu'à un jour où je me suis sûrement dit plus tard ça serait bien que tu fasses ça. Et ce plus tard en fait il est peut-être aussi arrivé plus tôt que prévu, à un moment où j'avais besoin de m'aérer l'esprit, où j'avais besoin de faire autre chose, où j'étais paradoxalement très bien entraîné, très bien préparé, très fort à l'entraînement, mais j'arrivais pas à produire ce que je faisais à l'entraînement en compétition. Je me suis peut-être dit ce jour-là, c'est peut-être le moment d'en faire un peu plus des lièvres, sachant que j'en avais déjà fait un petit peu. Mais c'est peut-être le moment d'aller découvrir ce que faisait David Krummenacher quand t'as vu ça en junior, de ce que fait Bramson. Et à l'époque, on était deux amis, Thomas Larchaud et moi-même, de la même région, enfin, parce que Thomas, il est passé par la région Rhône-Alpes. Et donc, on a commencé à quasiment en faire en même temps. Et c'est à ce moment-là où, avec Thomas, on s'est dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est intéressant parce qu'on vit d'autres choses, on vit d'autres moments et on vit d'autres meetings, des meetings de très très haut niveau. Alors, c'était pas des Diamond League qu'on faisait à l'époque avec Thomas, mais déjà on rentrait à l'époque, c'était déjà énorme pour nous. Les meetings de Montbéliard, les meetings de Montreuil, ce genre de meetings, c'était déjà pour nous, c'était excellent quoi. Et moi, je suis rentré au meeting de Montreuil, c'est d'ailleurs là-bas que j'ai battu mon record en tant qu'athlète.
Mais rentrer dans d'autres meetings de ce niveau-là, bah, c'était déjà excellent pour nous. Et puis ça permettait de côtoyer des grands champions, de côtoyer des gens qui nous ont fait rêver, plus petits, plus jeunes. Et donc voilà, déjà là-dessus, tu découvres un autre univers, et puis ça te donne envie de découvrir plus, d'aller plus loin, de voir ce qui se cache derrière la montagne à chaque fois. Et donc ça te pousse à devenir la meilleure version de toi-même en tant que lièvre, pour gravir les échelons. Forcément, on avait toujours en tête la Diamond League, hein, et on avait toujours cet objectif caché ou pas caché du tout, mais moi j'y pensais forcément. Et alors du coup, bah, à chaque fois tu essayes de pousser la machine pour être de plus en plus fort et arriver à ce moment-là. Et tout à l'heure j'ai parlé de rencontres, il y a aussi des rencontres qui font que bah, justement ces rencontres t'amènent des opportunités. Et puis quand t'es bon à un certain niveau, bah, ces rencontres-là te permettent de basculer sur le niveau du dessus, et ainsi de suite, et de t'ouvrir des portes. Et ce qui fait que, ben, en fait, ma carrière de lièvre, elle est passée de mes débuts sur des meetings régionaux à des meetings nationaux, à des meetings internationaux, à des meetings de Diamond League, en fait. Et ensuite, une fois que t'es rentré en Diamond League, ben, le plus dur, c'est pas d'y rentrer, c'est d'y rester. Et ben, d'y rester et puis de vivre des courses exceptionnelles. Voilà, j'en arrive à la réponse que tu attendais. Effectivement, je vis des moments exceptionnels parce qu'aujourd'hui j'ai la chance, mais j'ai aussi beaucoup travaillé pour. Ouais. Enfin, c'est pas qu'une question de chance, hein. J'aurais même tendance à dire j'ai énormément travaillé pour et j'ai peut-être aussi eu un peu de chance. J'ai la chance et l'opportunité aujourd'hui de vivre des courses à record du monde, à record d'Europe. Et ça, oui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec le record qui est le mien sur 1500 mètres, 3,39, et les meetings que j'avais l'habitude de fréquenter quand je faisais 3,39, ça pouvait pas m'ouvrir les portes de ces meetings-là. Ouais. Ça m'ouvrait pas les portes de Diamond League, et encore moins de courses, de tentatives de record du monde ou de record d'Europe. Donc voilà pourquoi je vis des choses exceptionnelles, parce que, en fait, je suis parti d'en bas, et je suis quelqu'un qui vient d'en bas, en fait. J'ai connu tous les niveaux et tous les échelons, et donc du coup, je sais ce que ça représente, ce chemin. Ouais. Et donc de me dire, je suis parti d'en bas, je sais d'où je suis parti, et regarde ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu es capable de faire, et ben ça, oui, ça c'est des moments exceptionnels. Ouais. Parce que voilà, c'est... Tout à l'heure, je parlais de la démarche que je trouvais tout aussi belle que le geste ou que le résultat. Ben, quand j'analyse la démarche et je vois où je suis parti aujourd'hui, où on est parti avec Thomas, par exemple, et ce que je vis aujourd'hui, ben, je peux être grandement satisfait. C'est une des mes plus belles réussites dans ma vie, en fait. J'ai d'autres choses dans ma vie, hein. J'ai pas que l'athlé. Donc je peux avoir d'autres motifs de satisfaction. Mais celui-ci, de me dire, t'es parti de tout en bas, et ben, ça, j'en suis fier. Voilà. Et ça me permet voilà, de vivre des moments exceptionnels parce que c'est des courses exceptionnelles avec des gars exceptionnels, avec des sensations exceptionnelles. Ça, c'est un fait. Mais c'est aussi de me dire ce que j'ai parcouru pour arriver à ces courses, ça aussi, c'est exceptionnel. Tu disais que le plus dur, c'était pas d'entrer en Diamond League, c'était d'y rester. Est-ce qu'il y a une concurrence entre lièvres? Est-ce que pour le coup, Eric et toi, vous êtes concurrents? C'est pas vraiment une concurrence, c'est-à-dire que en fait, on va être choisi par un organisateur pour être sur tel ou tel meeting, et en plus, très souvent, on bosse ensemble, parce qu'il faut, par exemple, sur 1500, il faut 2 lièvres, maintenant 3 même parfois. Oui. Donc, très souvent, on bosse ensemble, entre lièvres, donc on se connaît bien et on se respecte, parce qu'on sait la difficulté du métier. Je parlerai pas de concurrence, c'est juste qu'à un moment donné, un organisateur, il va privilégier peut-être plus Eric, peut-être plus moi, peut-être plus Adam Chervinsky, par exemple, pour en citer un autre, pour des raisons qui sont sportives, parce qu'on nous juge être le meilleur ou bon pour faire le travail. Parfois, c'est pour des raisons aussi économiques, parce que tel lièvre, à cet instant T, il va coûter moins cher parce que le voyage coûte moins cher, ou parce que son agent a fait une proposition moins chère. Donc en fait, il y a des facteurs qui sont extra sportifs qui font que on peut nous choisir plus ou moins lui que moi. Donc en fait, c'est pas vraiment une concurrence. Une concurrence, c'est quand on est sur une même ligne de départ et qu'on se tire la bourre pour être le meilleur. Et donc il y a plus une solidarité qu'une concurrence. Ça, c'est une chose. Par contre, la difficulté de rester au top, c'est qu'en fait, chaque course qu'on fait en tant que lièvre, c'est une occasion de juger de notre travail. Et en fait, tu remets tout à zéro. C'est-à-dire que chaque course, tu remets tout à zéro. Tes acquis, tu as réussi 30 courses, 50, 100, 200 en tant que lièvre. Si demain tu te plantes, on va retenir
celle-ci de course et pas les 200 que tu as fait, que tu as réussi, que tu as parfaitement mené. Donc en fait, la difficulté, elle est pas vraiment de se tirer la bourre entre nous. La difficulté, elle est juste de donner la meilleure version de nous-mêmes et d'être le meilleur. Et c'est ça qui est dur. Et c'est là où c'est dur de durer. Et ça rejoint un peu la réponse que j'ai donnée à la précédente question, c'est-à-dire que je suis fier du trajet parcouru et je suis fier de la longévité aussi. Ma première Diamond League, c'était il y a 5 ans, en 2018, à Paris. Je suis fier aujourd'hui, 5 ans après, d'y être encore. Parce que je sais ce que ça coûte physiquement à l'entraînement, ce que ça coûte physiquement pendant que je fais le lièvre, psychiquement aussi en termes de gestion du stress et de concentration. Je sais ce que ça coûte de donner à chaque fois la meilleure version de moi-même et d'être tout le temps bon. Et ça coûte énormément. Et donc forcément, quand ça marche, tu peux en être que fier. Et c'est ça le plus dur en fait. C'est qu'il faut se dire qu'à chaque fois, on est sur la sellette. À chaque fois, on a une épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Et à chaque fois, on est jugé sur notre prestation. Quand un athlète court pour lui-même, on n'est pas des machines. Parfois, il est dans des bons jours. Parfois, il est dans des mauvais jours. Quand il est dans des mauvais jours, il fait des mauvais résultats. Ou parfois même, il abandonne. Nous, quand on est lièvre, on nous paye pour une prestation. Quelque part, on est prestataire. Et comme tout prestataire, on demande une mission à ce prestataire. On s'en fout si je suis malade, si je suis stressé, si j'ai peur, si je suis un peu moins en forme, si j'ai pas dormi la nuit. C'est là où c'est compliqué, parce que quand on demande à un chronométreur de faire sa prestation sur un stade, un chronométreur, s'il a moins bien dormi la nuit, il va quand même réussir à chronométrer. S'il a passé une nuit blanche, s'il a vécu un voyage cauchemardesque, il va quand même réussir à chronométrer. Nous, on reste des êtres vulnérables, et donc du coup, on n'est pas dans des états d'humeur stables ou dans des états physiques stables comme tout le monde. Et c'est là la difficulté quand on est lièvre, il faut essayer de gommer tout ça. Ouais. Il faut que même quand on se sait ou on se sent un peu moins saignant, il faut pas que ça se voit. Il faut quand même donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis quand on est au top, tant mieux, parce qu'on est sûr, on est quasiment sûr qu'on va faire le taf. Mais c'est ça en fait, cette constance, elle est extrêmement difficile à maintenir. Et souvent, j'entends, ah ouais, bon, au lièvre, ouais, on demande de passer une 52 au 800, une 51. Il y a beaucoup de monde qui sait faire une 51. En fait, oui, c'est vrai, hein, il y a beaucoup de monde qui sait faire. Mais assurer ces temps de passage-là le plus lissé possible et presque sur toute une saison et sur plusieurs années, sans faillir, c'est là où c'est difficile de le faire. Quand tu dis le plus lissé possible, tu veux dire sans à-coups avec une vitesse Ah oui, régulière. voilà, c'est-à-dire le lycée, quand Jacob Ingebrigtsen demande de passer une 51 800, c'est pas faire un premier 400 en 53 et un deuxième en 57. C'est 55-5, 55-5. Donc ça, c'est déjà physiquement, c'est pas évident. Et puis il faut être, quand on vient, il faut être sûr qu'on est capable de le faire. Mais sauf que voilà, on reste des êtres vulnérables, donc oui, globalement, t'es sûr. Mais après, dans la vie, il y a des aléas qui font que tu peux tomber malade 2 jours avant, tu peux avoir un tendon qui siffle 2 jours avant, tu peux avoir mal dormi, avoir mal voyagé. Et c'est là la difficulté, c'est quand il y a des aléas, c'est quand même d'être au top de ce qu'on s'est donné et de faire le taf. Ouais. Ça, c'est une vraie difficulté. Et donc du coup, la difficulté, elle est là, elle est pas dans la concurrence entre nous, à savoir est-ce que Mounir est meilleur que Eric. Non, elle est pas là en fait. La difficulté, elle est pour Eric comme pour Mounir de donner à chaque fois le meilleur de nous-mêmes dans toutes circonstances. Et après, il y a d'autres juges de paix qui font qu'on va être sur telle ou telle compétition. Ouais. On s'est vu la semaine dernière à Bruxelles, où tu étais le premier lièvre du 2000. Tu le premier, toi, il y en avait 3. Où Jacob Ingebrigtsen a battu le record du monde du 2000. Il a dit dans une interview après qu'il avait conscience que sans lièvre, ça aurait été beaucoup plus difficile. Est-ce que cette reconnaissance, elle est un peu nécessaire pour toi? Est-ce que tu penses que tu aimerais autant ton job de lièvre si tu avais l'impression que les mecs que tu tires, ils n'avaient aucune reconnaissance pour toi? Non, je suis quasiment sûr que je l'aimerais pas autant ce job parce qu'en fait, ce que j'aime aussi, c'est les rencontres, c'est les interactions, c'est les échanges. Aujourd'hui, j'ai la chance de connaître quasiment tout le circuit des gars de très haut niveau du 800 au 5000, 10 000, des gars qui viennent du monde entier, donc c'est toujours enrichissant et
s'il n'y avait pas cet échange, s'il n'y avait pas cette reconnaissance, si les mecs ils faisaient ils faisaient leur course et qu'il n'y avait pas un merci, pas une discussion, pas un échange ni avant ni derrière, non, je pense que j'apprécierais beaucoup moins. Je suis même pas sûr de l'apprécier d'ailleurs. Non, non, c'est vrai que cette reconnaissance, surtout quand elle vient des plus grands, ça fait chaud au cœur. C'est une motivation supplémentaire. Donc forcément, non, non, je trouve que c'est important qu'ils le fassent. Après aussi, ça montre à quel point ils se rendent compte que le lièvre est une condition absolument nécessaire, certes non suffisante. C'est pas nous qui battons des records, mais ça prouve à quel point la présence d'un bon lièvre est une condition nécessaire. De bons lièvres, parce qu'il en faut plusieurs, c'est absolument nécessaire pour avoir une course à record. On te voit souvent rester sur la piste une fois que tu as terminé ton job pour encourager. Vous êtes beaucoup à le faire ou c'est... Parce que c'est Je sais surtout pas. toi que j'ai le souvenir d'avoir vu faire ça. Je sais pas. Je me suis jamais posé la question. Je t'avoue que je le fais, c'est sans réfléchir. C'est-à-dire que c'est plutôt, c'est vraiment intuitif et parce que je suis dans mon truc et je vis le truc à fond et que je veux que les gars ils réussissent quoi, parce que je trouve ça beau et qu'à travers, comme j'ai dit tout à l'heure, à travers leur réussite, c'est aussi la mienne. Ouais. Je suis vraiment possédé par mes émotions et ce que je vis. Je suis plus dans la raison, je suis plus dans le rationnel. D'ailleurs, des fois, je me fais un peu virer de la piste Par qui? par les juges, parce que je suis quand même considéré comme quelqu'un qui abandonne. Donc un Oui. abandon, voilà, faut pas rester devant les caméras et tout. Mais quand j'en ai l'occasion et quand on m'oublie, je reste effectivement jusqu'au bout et je vis la course à fond, jusqu'au dernier gars arrivé, quoi. Avant le meeting de Bruxelles, tu as aussi posté une photo du briefing. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans un briefing comme ça? Quand tu arrives à Bruxelles, tu sais déjà ce qu'on va te demander de faire. C'est pas décidé au dernier moment, si? Ben en fait, grosso modo, quand il y a un leader prédéfini quand même, quand on sait que par exemple il y a Colin Ingebrigtsen sur le 1500 et que les jours d'avant il a dit je vais battre tel ou tel record d'Europe ou du monde, on sait à peu près les allures qui vont être demandées parce qu'on sait ce que c'est que le record d'Europe actuel, le record du monde actuel qui va être potentiellement battu. Donc on sait à peu près les allures demandées. On sait le but, la target, mais on ne sait pas comment la répartition va se faire. Ok. Il y a des athlètes qui aiment bien courir en négatif speed, à finir fort. Des athlètes qui aiment bien partir vite et résister. Donc en fait, même si on sait plus ou moins ce qui va être demandé, au briefing, c'est les derniers réglages. Des fois, c'est temps de passage, c'est pas à la seconde près, hein, c'est au centième de seconde près. Et donc on cale ce genre de choses. Ça, c'est une première chose qu'on cale. Et aussi, on cale si par exemple on a des lièvres avec qui on n'a pas l'habitude de travailler ou des athlètes qui sont lièvres d'un jour pour ce jour-là, pour cette occasion, parce que des fois ça peut arriver, et qui n'ont pas forcément une grande habitude d'être lièvres ou une grande habitude de travailler avec la Wavelight. Ce sont d'excellents athlètes, mais qui n'ont pas encore ou qui n'ont pas du tout l'expérience du lièvre. Et ben là, ça mérite de faire ce briefing parce que on va leur expliquer précisément la position qu'ils doivent avoir. Derrière moi, par exemple, les lumières qu'ils doivent absolument respecter. 2 ou 3 trucs très importants qui sont si t'es plus dans l'allure, ça sert à rien de rester. Typiquement, ça c'est une des règles de base d'un bon lièvre, c'est qu'il doit sentir avant que ça monte, il doit sentir que ça commence à sentir le roussi et il doit savoir se dire attention, dans pas longtemps je vais devoir m'écarter parce que sinon si je maintiens, je reste, je vais commencer à monter en lactate, je vais vite perdre le fil et faire perdre le fil à la course. Ouais. Ou gêné ou... Voilà, gêné, c'est ça. Donc en fait, ça mérite d'être réexpliqué à certains athlètes en leur disant, allez, on t'a dit 1100 mètres par exemple. Idéalement, si tu peux faire 1100 mètres, c'est top, bien évidemment. Mais si au 1030e mètre, au 1050e mètre, tu commences à sentir que les jambes elles te tiennent plus, ça sert à rien de rester. Ouais. Écarte-toi. Parce que le plus important, c'est pas les 50 mètres que tu vas faire en plus. Le plus important, c'est toujours d'entretenir cette allure. Est-ce que tu parles à quelqu'un comme Jacob avant une course? Est-ce qu'avec lui, tu parles? Est-ce qu'il te dit ce qu'il veut ou est-ce que ça passe par les organisateurs? Non, on parle. Après, moi, j'aime bien aussi respecter la concentration des athlètes, évidemment. Jacob, il est très professionnel dans ce qu'il fait et donc il est concentré. On parle un petit peu, mais alors c'est pas non plus un grand bavard, mais on parle, oui, mais on parle peut-être un peu plus après la course si on doit parler qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on essaye d'être très professionnel dans ce qu'on fait.
Moi, je veux pas le couper dans sa concentration, je veux pas le couper dans ses rapports à ses proches. Donc on discute, voilà, on se dit bonjour, ça va, t'es en forme, voilà, le classique. Mais on va discuter peut-être avant l'échauffement, sur les consignes, parfois même sur la ligne de départ. Ça m'est arrivé une fois, peut-être que qu'il modifie un peu sa consigne sur la ligne de départ, ou par exemple en Silésie, là, en Diamond League Silesia, en Pologne, où on a essayé, il essaye des choses dans le but d'un jour de battre le record du monde du 1500. Et là, on a essayé une configuration un peu spéciale, c'est-à-dire lui et les lièvres en départ à l'intérieur, donc couloir 1 quoi en gros. Ce qui se fait jamais en fait. Le favori, les lièvres en général, ils sont plutôt à l'extérieur, couloir 8 par exemple, pour pouvoir se rabattre sur les autres. Ouais. Mais ce qui leur coûte de la distance en plus. Ouais. Donc là, il a choisi de partir à l'intérieur pour parcourir le moins de distance possible et voir s'il y avait un gain marginal là-dedans. Et donc on a essayé, ça s'est bien passé parce que tout le monde était briefé, les autres athlètes aussi, donc il n'y a pas eu de bousculade, il n'y a pas eu de problème. Et là, à ce moment-là, sur la ligne de départ, on discute aussi. Parce que la ligne de départ, elle est un peu en courbe. Donc par exemple, moi je lui ai dit, qu'est-ce que tu préfères, Jacob? Est-ce que tu préfères que je tire tout droit? Ou est-ce que tu préfères que sur les premiers mètres, je suive la courbure? Voilà, c'est ce genre de choses. En fait, c'est ce genre de réglage. Et après la course, c'est un peu plus détendu. Voilà, on a fait notre taf, tout le monde est content. Et là, on peut se permettre d'échanger un peu plus. Mais vraiment, avant la course, c'est très professionnel. Ça reste très professionnel. Voilà. Je vous ai vu ensemble à Bruxelles, là où il n'y avait pas de caméra, rien du tout. Et c'est vrai qu'on sent que, je sais pas ce que vous vous êtes dit, mais que vous êtes potes et qu'on sent le respect mutuel. Et c'est pas juste quand il y a des caméras ou il dit pas juste ça Non, en non, non. interview parce qu'il se dit qu'il doit le dire. Non, non, ouais, parce qu'en fait, Jacob, c'est pas quelqu'un qui aime bien qu'on lui impose des choses. Et je pense que c'est quelqu'un qui, quand il doit dire quelque chose, s'il a envie de le dire, il le dit. Puis s'il a pas envie de le dire, il se force pas. Donc je pense que quand il le dit, ça vient du cœur. Et effectivement, la quasi-totalité de nos échanges, elles se font hors caméra. Et oui, il y a un respect, effectivement, il y a un respect mutuel. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de le montrer. Voilà. Ouais. Moi, j'ai pas besoin même si des fois j'aime bien prendre des souvenirs, des photos avec lui, un souvenir. Je me dis le jour où ça arrête, j'aurai des souvenirs, j'aurai des photos, je pourrais montrer à mes enfants ce que j'ai fait avec le record du monde, le record d'Europe, avec le recordman du monde. Mais on n'est pas forcément dans la démonstration en fait. C'est-à-dire que les photos, je les prends pour souvenir. Je suis pas là à être dans la démonstration et lui non plus, donc c'est plutôt sincère. Dans une interview, tu as aussi dit, ce qui est important, c'est de sentir les choses et d'être capable de se mettre dans la peau des autres athlètes. Qu'est-ce que tu appelles se mettre dans la peau des autres athlètes? Et ben en fait, la meilleure façon de rendre une prestation de qualité, c'est de savoir ce que c'est que la qualité. Et quand tu as été athlète, que tu as fait du 1500 mètres, pardon, par exemple, tu sais par exemple que tu as un objectif chronométrique. Ton objectif chronométrique, tu le scindes en plusieurs segments de course. Par exemple, il y en a qui ont une approche en 3 fois 500 mètres sur 1500 mètres. Il y en a qui ont une approche en plutôt 1100 mètres avec un dernier 400. En tout cas, il y a une règle de base, c'est que si dans la première partie de course, tu as de l'acide lactique déjà qui commence à monter, tu sais que tu vas pas finir, ou en tout cas tu vas finir en mauvaise posture. Et donc, quand tu sais ça, tu sais qu'une des règles de base du 1500, c'est de rester en aisance et de pas faire monter le lactate le plus longtemps possible et de se préserver jusqu'au dernier 400 pour tout donner sur le dernier 400. Quand tu sais ça, tu sais qu'en fait, si tu vas faire partir les athlètes trop vite sur un premier 200 ou sur un premier 300, sur un premier 400, tu vas leur couper les jambes, tu vas leur scier les jambes. Le lactate va commencer à monter, et puis ils vont arriver au 1000, ils vont être pas terribles, et puis au 1100, voilà. Donc quand tu as cette science de la course, tu sais si toi tu étais dans cette course que tu aurais besoin. Ouais, ok. Et donc du coup, cette science, tu la mets au service des autres. Et c'est pour ça que par exemple, j'ai toujours tendance au début de mes missions de lièvre à calmer le peloton dans le premier 100 mètres. Parce que si je les calme pas, tout le monde part trop vite. Et du coup, ça tire la course vers une allure trop rapide, ce qui a tendance à pas forcément être à l'avantage des athlètes. Ok. Tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas que l'athlète dans la vie, tu es aussi ingénieur. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire les deux en parallèle et de pas choisir? Est-ce que c'était parce que tu pensais que c'était trop risqué ou est-ce que c'était parce que tu avais besoin de cet équilibre dans ta vie? Un peu des deux. Je pense que j'ai toujours été lucide sur l'athlétisme, c'est-à-dire que j'ai toujours su que pour en vivre pleinement,
de façon sécurisée. Il faut l'être vraiment parmi les tout meilleurs mondiaux ou européens. Enfin, quand je dis sécurisé, c'est-à-dire demain je veux m'acheter une maison, on m'accorde un prêt, par exemple. Quand tu es athlète, on sait tous que la vie d'athlète, elle est faite d'aléas, elle est faite de blessures, elle est faite de périodes de méformes parfois, et que si je compte que sur les prize money de course, bah, c'est aléatoire. Oui, je les ai quand je fais un travail de qualité, quand je suis en forme, mais si je suis blessé, demain, je les aurai pas. Il m'est déjà arrivé d'être blessé sur une saison d'hiver. Enfin, je me suis blessé en fin de saison d'été. Bah, toute la période d'hiver derrière, j'ai pas fait de lièvre du tout pour me remettre en forme. Bah, si je comptais sur l'athlétisme pour vivre, bah, j'aurais fait rentrer ces mois d'hiver 0 €. Donc en fait, ce côté financier qui est pas forcément sécurisant pour un athlète de mon niveau, déjà, ça me refroidit à faire que de l'athlète. Ça, c'est une chose. Après, si j'avais la possibilité de faire que de l'athlète avec des contrats qui sont indépendants de s'aligner sur une course, c'est-à-dire des sponsors qui disent, voilà, moi, sur 4 ans, je vais te donner tant de dizaines de milliers d'euros par an, et c'est pas conditionné par le fait que tu vas prendre le départ ou pas. Là, si j'avais cette possibilité-là, je vivrais de l'athlète, parce que ça reste ma passion, ça reste ce que j'aime faire. Et je vois pas pourquoi je m'en priverais, au contraire. Mais c'est compliqué d'avoir ce genre de climat financier favorable dans l'athlétisme. Et donc du coup, pour sécuriser la chose, pour avoir un esprit plus serein, pour moi et ma famille, je préfère avoir un à côté qui est solide, et puis aussi qui me permet de préparer. J'ai toujours eu aussi cette notion de pas mettre les œufs dans le même panier, parce que l'athlétisme, ce que je vis aujourd'hui, je pourrais pas le vivre à 50 ans. Voilà. Et donc à un moment donné, même si j'en ai pas envie, même si aujourd'hui je suis au top de ma forme, et je ferai tout pour repousser ce moment, un jour je devrais arrêter. Et du coup, il faut préparer l'avenir. Et moi, j'ai commencé l'athlétisme tard, donc j'étais déjà dans un processus de longues études quand j'ai commencé l'athlétisme. Et pour moi, il était hors de question de mettre les études de côté pour favoriser l'athlétisme. Donc en fait, j'ai toujours vécu avec ça à côté. Et du coup, je me dis, une fois que j'ai mon diplôme, quand je l'ai eu, je me suis dit, est-ce que tu fais que ça? Ou est-ce que c'est bon, t'as un diplôme, t'as sécurisé le truc, est-ce que ça vaut pas le coup de faire que ça? Et j'ai quand même essayé à un moment, hein. C'est-à-dire que j'ai essayé pendant 6 mois, parce que j'avais réussi à trouver les ressources financières j'avais réussi à trouver un sponsor j'avais essayé pendant 6 mois de faire que ça. Et en fait, faire que ça, c'était trop. C'est-à-dire que j'avais besoin, de penser qu'à l'athlé toute la journée, c'était trop. Et ça te demandait aussi d'enchaîner les meetings, c'est ça aussi qui faisait que c'était trop? C'était même pas. C'est vrai, tu peux plus enchaîner les meetings, mais en fait, c'était juste que les journées, j'ai trouvé très longues. C'est-à-dire que entre les deux entraînements, tu rouilles un peu, comme on dit, quoi. Tu vois, ma vie, je la trouvais pas cadrée en fait. Et mon cerveau, je pense qu'il a besoin aussi d'être alimenté, d'apprendre des choses. Je tournais un peu en rond. Voilà. Donc c'est vrai qu'à l'entraînement, j'étais fort, hein. Forcément, t'es frais, t'es dispo, t'as pas de charge mentale. Donc à l'entraînement, j'étais à cette période vraiment très fort. Mais il me manquait un truc dans ma vie. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, pour pas vendanger ton diplôme, il faut que tu mettes en œuvre ce que tu as appris. Donc va travailler. Essaye de trouver un temps partiel. Donc j'ai trouvé du temps partiel dans mon métier. Mais j'avais toujours aussi dans un coin de ma tête que le train, quand il passe, faut pas le louper. Et le problème, c'est qu'en tant qu'ingénieur, quand tu es en temps partiel, on te donne pas de responsabilité, de poste, de tâches intéressantes, de tâches qui te tirent vers le haut. Et donc je me suis dit à un moment, j'étais face à un dilemme. Le temps partiel, c'est bien parce que ça te permet de vivre l'athlète à côté de façon relativement correcte en termes de récupération. Mais attention, est-ce que tu vas pas vendanger ton diplôme durement acquis? Parce que je fais juste une petite parenthèse, mon diplôme d'ingénieur à l'INSA Lyon, moi je pense pas être un mec doué à l'école. C'est un peu comme sur l'athlé, je suis allé chercher quoi. J'ai transpiré pour l'avoir. Et donc je me suis dit, est-ce que tu vas pas le vendanger si tu le mets pas à profit? Est-ce que cette courbe ascendante, si tu te lances pas dessus, tu risques de jamais la vendre dans ta carrière d'ingénieur en fait.
Et là, à contre-cœur, je me suis dit, pour ça, il faut que je prenne un poste à 100%. Et on va essayer de maintenir l'athlétisme à côté. Et c'est ce que je fais maintenant depuis plus de 10 ans. Et après, dans ce processus-là, je suis passé d'ingénieur d'études à chargé d'affaires, à chef de projet, à directeur de projet et aujourd'hui à directeur d'agence. Donc aujourd'hui, je manage une équipe d'un peu plus d'une dizaine de personnes, essentiellement d'autres ingénieurs. Je vis les deux projets en parallèle. Deux projets très intenses, deux projets qui demandent une charge mentale énorme. Mais faut pas me demander comment. Moi, des fois, je sais pas. Mais visiblement, à force, mon corps s'y est fait et j'arrive à gérer les deux. Mais c'est très dur. Donc en fait, pour conclure, parce que je fais des réponses super longues quand même, pour conclure, j'ai jamais voulu faire que ça parce que j'ai toujours eu un regard vers l'avenir. Et puis je pense qu'aussi, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir autre chose à côté. Ok. Mais si je peux finir cette conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, dans ce que je vis, avec ce que je vis aujourd'hui, si j'étais capable de trouver une sécurité financière, 100% athlète, je serais capable de refaire 100% athlète. Pourquoi? Parce que là où plus jeune, je manquais je pense, de maturité, aujourd'hui, je sais qu'entre mes deux entraînements, je vais pouvoir mettre en place des choses. En fait, je vais pas m'ennuyer, je vais pas rouiller. Je vais mettre en place des soins, je vais mettre en place de la prévention à la blessure, je vais mettre en place du yoga, par exemple, des échanges avec des sponsors, je vais mettre en place si j'ai un équipementier qui me sollicite là-dessus sur une paire de baskets, sur une paire de pointes, je vais pouvoir travailler dessus. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de domaines où je me dis, en fait, je pourrais structurer mes journées de l'époque différemment et de façon super intéressante. Là où j'ai pas su le faire parce que j'étais trop jeune, en fait. Enfin, ou pas assez mature. Donc, en fait, ce que j'estimais avant être trop ennuyeux, je pense qu'aujourd'hui, non, je peux remplir mes journées avec 100% apnée sans que ce soit ennuyeux entre les deux entraînements. Donc voilà, aujourd'hui, je suis capable un peu de me dire, oui, ce que j'avais pensé il y a un peu moins de 10 ans, je reviens un peu sur mes propos. Ok. Est-ce que tu t'entraînes comme si tu faisais que des courses pour toi, ou est-ce que ton entraînement il a un peu changé depuis que t'es lièvre? Non, non, il a pas trop changé. En fait, enfin oui, non. Il a changé dans le sens où en fait, mon année d'entraînement et de compétition, elle est calée pour que je sois en forme sur plusieurs mois. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé mon premier lièvre le 13 mai au Continental Tour Gold à Nairobi et je l'ai terminé le 8 septembre à Bruxelles. Et de mai à septembre, comme on l'a dit tout à l'heure, je dois être, entre guillemets, infaillible. Ouais. Je dois être bon. L'option de pas y arriver, elle doit pas exister. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir une forme qui dure longtemps. Ouais. Et quand on veut ça, c'est différent à l'entraînement. On s'entraîne différemment quand on veut ça. Quand on veut une forme globale, un plateau de 4 mois, on s'entraîne différent que quand on vise une période de forme d'1 mois, 1 mois et demi. Ouais, avec un pic, avec un grand championnat ou quelque chose comme Voilà, avec un pic. Donc, on peut pas se permettre de faire les mêmes entraînements. Donc, en ça change. Okay. C'est-à-dire que la configuration générale de l'entraînement, le calage général de l'entraînement sur l'année, il doit permettre ça. Okay. Ensuite, sur les séances spécifiques, je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais, bien sûr que je vais être un dur au mal, je vais m'entraîner dur et je vais finir fatigué, épuisé de certains entraînements. Il faut que l'acide lactique y monte sur certains entraînements. Sur d'autres entraînements plus longs, il faut tenir un rythme allure 10 bornes sur plusieurs kilomètres. C'est dur, il faut le faire. Voilà, donc ça, comme n'importe quel athlète, je vais me donner à l'entraînement. Et puis après, ce qui peut changer, c'est que c'est vrai qu'à l'entraînement, quand le coach donne des consignes ou des temps à viser, je vais essayer de les viser. Tu vois, quand t'es plus jeune, t'es un peu feu follet, t'es plein de fougue et tu veux montrer au coach et aux autres que t'es meilleur. Donc on te dit, faut faire N fois 200 en 27. Le premier, tu vas partir, tu vas faire 26. Ouais. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est là où aussi je m'entraîne peut-être un peu différemment que plus jeune. C'est qu'aujourd'hui, si mon coach il me dit tu fais N fois 227, je vais faire N fois 227. Ouais, c'est aussi l'entraînement, de savoir faire le temps demandé. Voilà. En fait, de réfréner cette fougue et plutôt d'être dans la gestion, ça me permet en fait de durer longtemps. Ok. Pour le moment, tu fais lièvre, là on t'a vu à Bruxelles sur le 2000. Jusqu'à combien tu te sens à l'aise, toi? Est-ce que dans quelques années, comme tu dis que tu vois pas de limite de temps, est-ce que tu pourrais imaginer faire lièvre sur route ou est-ce que ces distances-là, elles sont trop longues pour toi?
Non, non, c'est quelque chose que j'imagine comme un potentiel. Ok. Alors vraiment, la piste, c'est mon premier amour. C'est ce que je trouve plus beau dans l'athlétisme. Donc forcément, je vais essayer de durer le plus longtemps possible sur piste, mais en étant bon, hein, bien sûr, ça sert à rien de durer si on n'est pas bon, je précise. Mais j'ai pensé à la route. Alors, ça m'est déjà arrivé de faire une expérience sur route d'ailleurs. Et ça s'était particulièrement bien déroulé. Mais là, sur piste, par exemple, depuis l'année dernière, donc là, ça fait 2 ans de suite que je me suis essayé en Diamond League sur des 5000. Oui. Et je suis tout aussi à l'aise que sur du 1500, voire même peut-être même un peu plus des fois. Tu vas jusqu'à quelle distance sur 5000? Pour être sûr d'être totalement propre sur des allures de record du monde, hein. En tant que premier lièvre, je suis certain de chez certains et je suis 100% sûr d'être propre jusqu'au 1300. Ok. Après, je peux peut-être aller un peu plus loin, mais à voir selon les conditions météo, s'il y a du vent, s'il fait chaud, s'il fait froid. Mais jusqu'au 1300, j'assure le truc, ça c'est certain. L'année dernière, par exemple, à Bruxelles, où c'était pas des allures de record du monde, c'était des allures de world leading, mais c'était quand même un frein d'enfer, hein. C'était 12,46 c'est gagné en 12,46 quand même au 5000. J'ai fait 1500 mètres. Ok. Donc voilà, c'est entre 1300 et 1500. Et là, je suis à l'aise, par exemple, et je suis tout aussi à l'aise que sur un 15. Donc en fait, je me dis que sur du plus long, je peux être aussi capable de faire des choses plus tard. Est-ce que quand tu es dans un mauvais jour, t'as pas tendance à aller trop vite? Parce que comme tu sais que tu es dans un mauvais jour, tu as l'impression que tu dois faire un effort plus important et du coup, tu te retrouves à aller trop vite. Je sais pas si ma question est très claire. Est-ce que si je suis dans un mauvais jour, j'ai tendance à partir vite? Bah parce qu'en fait, comme tu te sens dans un mauvais jour, tu es peut-être moins bien, tu es malade ou quelque chose comme ça, et du coup, tu fais un effort plus conséquent parce que tu penses qu'il est nécessaire et tu te retrouves du coup à aller trop vite. Non, ça m'est jamais arrivé. Alors, aujourd'hui, il y a 2 cas. Quand il y a la wave light, de toute façon, il faut pas aller plus vite que la Ouais. musique, même si ça peut arriver chez certains lièvres qu'ils aillent devant le bleu. Je sais pas trop pourquoi, mais moi, quand j'ai ça, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Le rythme, il est donné, donc faut le suivre. Enfin, faut essayer de le suivre le plus proprement possible. Quand il n'y a pas la wave light, bah forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, j'ai appris à faire sans pendant plusieurs années, donc je sais faire. Et je vais pas plus vite, je pars pas plus vite parce que je sais qu'au contraire, si je pars plus vite, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va me pénaliser moi-même. Ouais. Mais ça peut être en termes de sensations. Si tu es malade et que du coup tes sensations elles Non, sont bah pas en très. fait, ça, ça m'est arrivé une fois d'être particulièrement malade, ça s'est pas vu, hein. Et personne ne le savait, j'ai quand même fait mon taf, mais c'est juste que le jour d'après, j'ai cru que j'allais crever. Ça m'est arrivé d'être malade, mais à presque 39, 42 fièvres. Et ce jour-là, bah, avec la crainte, la peur, l'adrénaline, j'ai réussi à faire ce que je devais faire sans partir vite et en étant presque quasi parfait dans ce que j'ai fait. Alors après, voilà, fallait pas regarder l'après, hein, parce que l'après, c'était autre chose. Mais ce jour-là, non, je suis pas parti vite. Par contre, ce qui peut arriver, un jour où t'es moins bien, moi, j'essaie toujours de partir sur l'allure de toute façon, de pas partir trop vite. Par contre, un jour où tu es moins bien, tu te rends compte que sur une allure donnée ou d'habitude, sur un début de course, t'es très à l'aise, bah là, t'es pas aussi à l'aise que d'habitude. Donc en fait, c'est plutôt à allure donnée. Si je suis dans un bon jour ou un mauvais jour, j'ai pas les mêmes sensations. Mais j'évite, en tout cas, toujours de partir vite, que je sois en forme ou pas en forme. Voilà. Ok. J'essaie vraiment de partir sur l'allure. Est-ce que tu as l'impression que depuis qu'il y a la wave light, le métier de lièvre est moins respecté? Parce que les gens se disent, bah, avec la wave light, n'importe quel athlète capable de faire le chrono serait capable de faire lièvre. Je pense pas que c'est moins respecté parce que ces gens-là qui pensent ça, ils vont vite se rendre compte qu'ils ont tort. Dans le sens où, en fait, malgré la wavelight, quand on n'a pas l'expérience du lièvre, la wavelight, elle garantit pas tout. Parfois, elle peut tomber en panne. Ça t'est arrivé? Ça m'est déjà arrivé, moi. Bah, je parlais de Bruxelles l'année dernière sur 5000, où au bout de, je crois, 500 mètres de course, j'avais plus de wavelight. Mais je connaissais mes temps de passage par cœur. Donc du coup, j'ai réussi à m'en sortir grâce à ça. Et puis quand elle est réapparue, j'étais pile dessus. Ça prouve que la wavelight, c'est une aide, mais elle fait pas tout. Oui. Et donc ceux qui pensent que la wavelight, elle fait tout et qu'il suffit juste de mettre un humain devant, ils ont eu par le passé et puis ils auront dans le futur des cas où ils comprendront qu'en fait, bah, ça fait pas tout. Tu as dû marquer des points vis-à-vis des organisateurs le jour où elle est tombée en panne et où quand elle est revenue, tu étais au bon endroit. Ils ont dû se dire, Je, c'est ce qu'il fait. je suis pas sûr, je suis même pas sûr qu'ils s'en soient rendu compte parce qu'il faut vraiment avoir l'œil et puis être concentré là-dessus. Moi, forcément, j'étais plus que concentré là-dessus. Mais j'en ai parlé, par exemple, après à Abramson, qui gère la Wavelight Oui.
sur les Diamond League. Et on en a parlé en rigolant et il m'a dit t'as vraiment été excellent parce que ouais, moi j'ai eu un coup de chaud quand elle s'est arrêtée, on n'a pas réussi à la remettre en œuvre tout de suite. Et puis quand elle est réapparue, t'étais pile dessus. Donc il m'a dit c'est incroyable ce que t'as fait. Et donc on en a parlé en rigolant après coup, mais c'est vrai que ouais, sur le coup j'en menais pas large et lui non plus. Et après les organisateurs, oui peut-être, je sais pas s'ils ont fait gaffe ou pas. Ils t'ont repris cette année. Oui, oui, oui. Non, mais peut-être que ça a joué, je sais pas, mais en tout cas, simplement moi, à mon niveau, de l'avoir vécu et d'avoir cette satisfaction de me dire, ce soulagement aussi, parce que j'étais soulagé hein, quand je l'ai vu réapparaître et que j'étais pile dessus, ouais, c'était fort. Si la Wavelight, elle déconnait, entre guillemets, tu te rendrais compte, je suppose, après ça dépend, le degré d'erreur. Ouais, alors, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré le fait qu'il y ait la Wavelight, moi, j'apprends les temps de passage par cœur. Si jamais, si elle fait défaut. Et donc, du coup, même s'il y a la Wavelight, je vais quand même checker les temps de passage. Et je vais me rendre compte de s'il y a un souci. Alors, ça m'est jamais arrivé. En général, elle est plutôt bien réglée. C'est pas en général, elle est tout le temps bien réglée. Jusqu'ici, en tout cas. J'espère pas que ça m'arrivera un jour, parce qu'après, il y a toujours le dilemme. Est-ce que tu suis la Wavelight ou est-ce que tu suis l'allure qu'on t'a demandé? T'es encore meilleur quand tu sais suivre l'allure qu'on t'a demandé en disant ouais, la Wavelight, c'est pas grave. Ça fait vraiment une plus-value. Ça veut vraiment dire que t'es très bon dans ce que tu fais. Mais en termes d'affichage, ça va aussi perturber les athlètes parce qu'ils vont voir que t'es plus dans le même rythme que la Wavelight. Ça va perturber peut-être le public, l'organisateur, les observateurs, qu'ils soient journalistes, téléspectateurs, etc., etc. Donc que faire ce jour-là? Je sais pas, et j'espère que ça n'arrivera jamais. On va faire confiance à la technologie. En tout cas, je suis capable de m'en rendre compte s'il y a un écart entre les temps de passage demandés et la Wavelight. Par contre, qu'est-ce qu'il faudra faire si ce jour-là arrive? Je sais pas te répondre. Je l'aviserai. Tu as beaucoup de respect pour Jakob Ingebrigtsen, mais est-ce qu'il y a d'autres athlètes pour qui tu n'as jamais fait lièvre et pour qui tu aimerais faire lièvre? Ou peut-être des athlètes d'une autre génération où tu te dis, ah, lui, j'aurais bien aimé. Ouais, bien sûr. Alors, effectivement, j'ai énormément de respect pour Jakob Ingebrigtsen parce que je pense que c'est le meilleur miler de tous les temps. En fait, c'est surtout sa palette qui est assez incroyable. Il est fort du cross au 1500, au 10 000, au 5000. Oui, clairement, j'ai un énorme respect pour lui et j'ai aussi un énorme respect pour les athlètes aussi qui sont pas forcément recordman du monde, qui sont pas forcément recordman d'Europe, qui sont pas forcément champions du monde, qui sont aussi dans les pelotons et qui donnent aussi le meilleur d'eux-mêmes et qui ont la chance ou la malchance de tomber sur là on est sur des générations incroyables. Donc il y a des gens dans le peloton qui font aujourd'hui 3,31, 3,32, parfois 3,29 et dont on parle moins parce qu'ils sont dans un aujourd'hui dans une époque qui est assez folle, qui est incroyable. Enfin moi, rien que moi, à mon niveau, j'ai vécu 2 courses de record du monde, 2 courses de record d'Europe en 6 mois. Donc ça veut quand même dire qu'on est dans une génération folle. Et ben j'ai aussi énormément de respect pour ces gars-là, voilà, qu'on voit moins, dont on parle moins, mais en fait ils font le même métier que les grands champions, qui sont aussi des grands champions, hein, mais que les très grands comme Hicham El Guerrouj, comme Jakob, comme Morcelli. Donc voilà. Après, j'aime vraiment tous les athlètes, j'apprécie vraiment tous les athlètes du circuit et j'ai vraiment plaisir à les aider tous. C'est sûr, ben il y a des athlètes qui impressionnent plus, comme Jakob, comme Guerma, Mesha Guerma par exemple, ou Soufiane El Bakkali, mais j'étais pas là à cette époque-là, mais des athlètes comme El Guerrouj ou comme Morcelli, c'est aussi des légendes que j'aurais adoré aussi pouvoir côtoyer en tant que lièvre. Donc oui, forcément, si je pouvais voyager dans le temps, je te dirais ça. Et puis sinon, des athlètes que j'ai jamais livrés parce qu'on fait pas les mêmes distances, des gars comme Eliud Kipchoge ou Kenenisa Bekele qui sont des légendes aussi. Oui, j'aurais aimé les côtoyer. Le steeple, c'est pas une option pour toi? Non. Je pense que je ferais un très mauvais steepler et un très mauvais lièvre par conséquent sur steeple. Non, je pense que sur les barrières, c'est pas mon truc. Hein. Je dois pas être. J'ai une souplesse articulaire au niveau du bassin qui doit pas permettre une grande économie de course sur steeple, je pense. Ok. Il y a une question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime dans l'athlète, c'est son côté universel. Qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlète? Ça fait partie effectivement de ce que j'aime le plus. C'est que quand je vais dans des grands meetings, en quelques minutes ou sur une même table, je suis en train de discuter avec un gars qui vient de Nouvelle-Zélande,
comme Samuel Tanner, avec un gars qui vient du Canada, comme notre ami Thiboutot, avec un Kenyan, ou voire deux, ou voire trois, avec des Anglais comme Josh Kerr, comme Whiteman, avec des Américains comme Grant Fisher. Enfin, ouais, tu peux être sur une table et parler de la même chose et tout le monde se comprend parce qu'on parle le même langage, on fait le même sport, le même entraînement. Et en fait, tu viens du monde entier, tout le monde vient du monde entier, mais tout le monde parle le même langage. Et c'est assez incroyable comme sensation. Et de se dire qu'aujourd'hui, même si j'y suis jamais allé, mais qu'aujourd'hui je suis invité en Nouvelle-Zélande, comme en Éthiopie, comme au Kenya, comme aux États-Unis, c'est fort, quoi. Et je pense que c'est vraiment une des choses que je retiendrai le plus quand ça s'arrêtera, c'est ce côté universel, effectivement. Et par exemple, moi, dans mon métier, je parle pas anglais aujourd'hui en tant qu'ingénieur, et j'adore parler anglais quand je suis en meeting. Ouais. Bon, il faut toujours un petit temps pour que je sois totalement fluent, comme on dit. Enfin, je suis pas fluent, mais pour que mon cerveau il se mette vraiment en mode c'est bon, en anglais ça roule. Mais quand je le suis, ça me fait plaisir, j'aime bien. Ouais. Mais ouais, ce côté universel et puis voyager aussi. Alors oui, on va pas faire des visites quand on voyage. Ce qu'on voit le plus, c'est l'aéroport, l'hôtel, le stade. Mais moi, j'essaie toujours de trouver 1 heure ou deux. Et des fois, j'utilise le footing de récup le lendemain de la course pour aller faire, pour visiter les lieux, m'imprégner, voir comment les gens vivent. Donc en fait, c'est vrai qu'on voyage pas pour faire du tourisme et on voyage pour des délais très courts sur des destinations très lointaines. Mais c'est déjà, enfin, c'est vraiment dépaysant. Enfin, par exemple, le Kenya, Nairobi, le 13 mai, je suis arrivé 2 jours et demi avant. Je suis reparti le lendemain. Donc je suis resté, allez, grosso modo, entre 3 et 4 jours, allez, 4 jours sur place. Mais j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement que c'est différent, tellement que tu vois des choses dépaysantes. Ne serait-ce que courir dans un stade qui est différent, dans une organisation qui est différente de ce qu'on voit pas en Europe, en Occident en tout cas. J'ai l'impression d'être parti 2 semaines. Donc ça, c'est vraiment fou, hein, c'est vraiment incroyable à vivre. Est-ce que tu fais partie des gens dont je fais partie qui, quand ils sont dans l'avion et qu'ils atterrissent dans une ville, cherchent une piste depuis leur place d'avion? Il y a que moi qui fais ça ou tu fais pareil? Non, 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 Ça va, je me sens moins seule. ouais, non. Non, j'avoue que quand je vois des taches oranges au sol, je regarde tout le temps, effectivement. Et puis, c'est marrant parce que des fois, je me dis, est-ce qu'il y a un club sur cette piste? Est-ce que c'est la piste d'une école? Est-ce que, quand je vois des grands stades à côté, ben, je sais que c'est des grands stades de meeting que je connais aussi. Des fois, par exemple, pas cette fois-ci parce que je suis allé à Bruxelles en train, mais l'année d'avant, sur mon approche de l'aéroport de Bruxelles, dans le vol dans lequel j'étais, on est passé vraiment au-dessus du stade Baudouin. Et j'avais un regard particulier sur cette piste. Ouais. Mon œil n'a pas quitté la piste tant que je pouvais, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres disciplines de l'athlète que tu aurais aimé pratiquer? Lancer le marteau, soit la perche? Non, 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 les lancers, c'est pas vraiment, bon, c'est pas mon truc. Déjà au collège, quand j'en faisais, j'étais particulièrement nul. Et puis, sans parler de capacité, c'est pas quelque chose qui me transcende. Ok. Par contre, athlétiquement parlant, enfin, voilà, pousser un objet super loin, je peux tout à fait comprendre, et je dis pas ça du tout avec condescendance, attention. Je peux tout à fait comprendre que ce challenge-là, il puisse plaire. C'est pas celui qui me plaît le plus. Par contre, je reste quand même dans le truc aller vite. Moi, par exemple, aller le plus vite possible. Ce combat contre le chrono me plaît plus que tout. Et donc, tant qu'à faire, je me dis, si j'avais dû faire autre chose, bah forcément du sprint, quoi. Ouais, il y a la discipline reine du sprint, hein, le 100 mètres, mais tout ce qui se passe du 100 au 4H, c'est quelque chose qui me plaît. Enfin, quand il y a les championnats du monde, je regarde tout, quoi. Alors oui, je regarde aussi la hauteur, je regarde la perche, je regarde les lancers aussi, hein. Mais j'ai quand même un petit truc pour les courses, en plus. Et si tu pouvais prendre la vie de quelqu'un d'autre pendant 24 heures, qui que ce soit, tester une autre vie ou dans la peau de quelqu'un d'autre, tu D'un choisirais qui? athlète, N'importe qui. alors je me suis posé parfois cette question moi-même, mais j'ai jamais su répondre. Parce qu'en fait, il faut toujours se méfier de ce qu'on voit de la vie des gens. Parce que ce qu'on voit de la vie des gens, c'est en grande partie aussi des choses que ces personnes-là veulent montrer. Il y a toujours une partie de nous-mêmes qu'on montre pas. Peut-être que dans la vie de gens qu'on voit réussir tous les jours, qu'on voit briller tous les jours,
qu'on voit hyper connus, qu'on voit réussir tout le temps, que ce soit dans le sport, dans le business, dans la politique. Peut-être que ces gens, il y a aussi une part de souffrance en eux qui cache, qu'on voit pas, et qui est aussi liée à ce côté réussite tout le temps. Donc, j'ai pas de réponse. Et la meilleure réponse que j'aurais tendance à dire, c'est je voudrais être beaucoup de monde, mais pas pour les mêmes raisons. Ok. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans la vie. Par exemple, l'aviation, même si ça n'a rien à voir avec mon métier. Mais je te prends l'exemple de l'aviation. Si demain, je dis, ouais, putain, j'aimerais bien être pilote. Mais attention, pilote aussi, il y a le côté qu'on voit, les sensations, jamais le même bureau, voyager, découvrir le monde entier, mais il y a aussi une part de souffrance. Il y a les jet lag, il y a être loin de sa famille, loin de ses proches, la fatigue, toujours dans les hôtels. Voilà, ça, il y a un bon côté que j'aimerais connaître, mais il y a d'autres côtés peut-être que j'aimerais pas connaître. Et dans la vie de certains athlètes aussi. Les athlètes de très haut niveau, on voit la partie immergée de l'iceberg qui brille. Il faut jamais oublier la partie qu'on voit pas, qui est très dure. La pression, le stress, être soumis à la vindicte populaire, parce que des fois, il y a des journaux ou des réseaux sociaux qui sont très durs, avec les gens qui sont des personnalités publiques. Les voyages tout le temps, être entre deux hôtels tout le temps, ne pas voir sa famille. Voilà, tout ça, c'est dur. Ouais. Donc en fait, pour cette raison-là, je voudrais pas être une personne d'autre, mais si je devais choisir, je voudrais être plusieurs personnes d'autres, mais sous des facettes différentes de ces personnes-là. Ok. T'as des objectifs de carrière? Sportivement? Oui. Ouais, j'en ai encore, ouais. Comme lièvre ou comme athlète alors, du coup? Les deux. Ok. En fait, si tu veux, pour être totalement honnête, je suis particulièrement frustré. Par exemple, j'ai vécu une saison exceptionnelle en tant que lièvre. Enfin, de record du monde, de record d'Europe en 6 mois. Tu peux nous les reciter, les records en question? Record du monde du 3000 indoor à Liévin en Meilleur février. meeting au monde de façon très Oui, objective. sans aucun doute. Oui. En indoor. Et donc ça, c'était en février, mi-février, il me semble. Ensuite, record d'Europe du 1500 mètres, une première fois à 3:27,95 de Jakob Ingebrigtsen à Oslo, chez lui, le 15 juin. Deuxième record de Jakob Ingebrigtsen en Silésie, Diamond League Silésie, le 16 juillet, donc un mois après, 3:27,14. Et record du monde à Bruxelles la semaine dernière. Il y a une semaine tout pile, là, quasiment minute pour minute, du 2000 mètres à Bruxelles, en 4:43. 43,13, il me semble. Donc une belle saison, mais... Mais voilà, le côté lièvre, plus que satisfait, j'ai même pas les mots. Une longue saison, mais sans accroc, tout s'est particulièrement bien passé, j'ai toujours été au top. Par contre, en tant qu'athlète, on en a parlé tout à l'heure, j'ai une frustration parce que j'ai pas pu caler les courses comme je voulais. C'est-à-dire que quand autour de moi, dans ma région, il y avait des bonnes courses, eh ben, je pouvais pas parce que j'étais appelé ailleurs. Et tu peux pas dire non. Et je peux pas dire non, exactement. C'est exactement ça. Et quand les meetings de très haut niveau se sont tassés et que j'aurais voulu courir, ben, il y en avait pas autour de moi. Et puis après, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, il fallait chercher des courses loin. Mais en fait, quand t'es lièvre et quand t'as la vie que je mène, c'est-à-dire que je travaille à côté, il y a une gestion de la fatigue qu'il faut avoir. Ouais. C'est-à-dire que on a des cartouches en main, il faut pas toutes les user parce que si je voyage beaucoup en temps lièvre, si je voyage beaucoup, si je veux courir pour moi, je vais me fatiguer. Et quand on te dit, bah là, t'as une course 4 jours avant une tentative de record d'Europe, t'y vas pas. Parce que tu sécurises tout. C'est-à-dire que quand t'arrives pour ta tentative de record d'Europe ou de record du monde, t'es au top de top, t'es au 100% de ton potentiel. Ouais. T'es pas en train de te dire, mince, j'ai couru il y a 4 jours, j'ai un peu les jambes lourdes, j'aurais peut-être pas dû y aller. Donc du coup, t'y vas pas. Et ce qui m'amène à dire qu'en fait, la seule course que j'ai fait pour moi, j'ai été déçu parce que justement, on a eu un lièvre qui est parti beaucoup trop vite ce jour-là, qui a amené tout le monde à sa perte. Et en plus, avec énormément de vent. Donc, j'ai pas fait ce que je devais faire en tant qu'athlète cette saison-là. Alors qu'à l'entraînement, j'étais très bon. Et l'entraînement, je vois le niveau que j'aurais pu avoir en compète. Et je pense que j'aurais pu battre certains de mes records. Ok. Mais j'ai pas pu parce que j'ai fait un choix. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que oui, j'ai encore des objectifs. Comme athlète et comme lièvre. Ouais, les deux. Bah, comme lièvre, c'est de continuer à vivre les meilleures courses du monde, hein, tout simplement. Et comme athlète, je désespère pas sur certaines distances de battre encore mes records. Je suis convaincu que je peux faire beaucoup mieux que ce que j'ai déjà fait. Sans trop de difficultés. Il suffit juste d'avoir la bonne course le bon jour. Ok.
Et comme lièvre, contribuer à faire tomber le record d'Hicham El Guerrouj? Alors ouais, j'ai un énorme respect pour Hicham El Guerrouj et pour son record aussi, et ça me ferait quelque chose si un jour je participe à ce record-là. Donc oui, oui, c'est un rêve pour moi. Les 1500 mètres, c'est vraiment la distance mythique. Et de participer à ce record-là un jour, ça serait le Graal, vraiment. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Qu'est-ce que je veux ajouter? Non, je veux simplement remercier tous ceux qui me permettent de vivre ce que je vis. Alors, les mauvaises langues diront que je remercie souvent. C'est vrai que dans les réseaux sociaux, je remercie très souvent les meetings qui m'accueillent, les gens qui ont permis tout ça. Mais c'est pas grave, on remercie jamais assez dans la vie. Et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui, sans citer des noms, hein, mais voilà, mon coach, ma famille, tous ceux qui m'accompagnent au quotidien, mes amis, mes partenaires d'entraînement, tous ceux qu'on voit pas, tous ceux qui sont dans l'ombre aussi, tous les bénévoles dans les meetings qui s'occupent de nous, qui nous masquent, qui nous transportent, enfin tous ceux qui permettent tout ça. Mon agent aussi, Eric Sovinski en parlait de son agent. Voilà, il a une relation particulière avec son agent. Ben, moi aussi, parce que moi sans lui ça marche pas, lui sans moi, sur ce côté lièvre, en tout cas ça marche pas. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Et puis lui, il est pas seul, il a une équipe avec lui-même. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de monde autour de tout ça. Mon kiné aussi, tous les jours. Je pourrais tous les énumérer, mais ça prendrait trop de temps. En fait, il y a vraiment beaucoup de gens dans l'ombre qu'on voit pas et qui contribuent avec leur petite pierre tous les jours à ça. Mon employeur aussi, par exemple, qui parfois me détache du temps pour partir en compétition. Voilà, tout ça, c'est des petites choses. Chacun y apporte sa pierre. En fait, mis bout à bout, ça permet de faire des choses. Donc voilà, si je devais finir par quelque chose, je voudrais les remercier et je leur demande de continuer à m'accompagner comme ils m'accompagnent. Voilà. Merci pour ton temps. Avec plaisir. Je te remercie aussi de l'occasion de mettre un peu de lumière aussi sur ce travail d'homme de l'ombre. Oui. On reste des hommes de l'ombre. Voilà. Oui. Merci Mounir. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous écoutez le podcast sur Spotify ou Apple Podcast, laissez 5 étoiles et un commentaire. Vous pouvez désormais me proposer des invités via le lien disponible dans les notes. Et vous savez cet ami passionné d'athlé qui a regardé les mondiaux de Budapest et qui vous tague toujours dans des publications quand tel ou tel athlète a battu un record du monde ou fait une super perf? Vous pensez à cet ami, envoyez-lui le podcast Athlètes Mondiaux. À la semaine prochaine.